Messieurs, dames, Tangue Koki. Nazalagapé na Congo, Nazalagapé na Amérique. Le problème, ce n'est pas où vous êtes, où vous... Non, tout ça, ce sont des histoires que les gens sont en train d'embrouiller. Bolandi Binomoko Makambo, il y a réconciliation à Katanga. Les fils de Katanga ne sont pas d'accord. J'ai suivi quelques 3-4 chroniqueurs katangais, ils ne sont pas d'accord. Hein. En général, tous ils croient que c'est la mascarade. Ils sont d'abord très déçus que le Grand Katanga a été divisé en 4 morceaux, les Olomami, les Haut-Katanga, et puis Lualaba, et puis je crois aussi Tanganyika. Ils sont tous pas contents. Ils disent que Kabila, avant de partir, il a morcelé notre État, notre province, je voulais dire. Et puis beaucoup de gens ont demandé pour dire qui est Katangé. C'est une question qui circule là dans les chroniqueurs, dans les WhatsApp, dans les YouTube, partout là et consorts, vous voyez ça. Qui est Katangé en réalité? Est-ce que Katangé, Aza Oyo, Maman Naye Aza Zambien, Yaza Katangé pour vendre la Katanga, ou bien Katangé Aza Oyo Botama la Katanga, ou bien Katangé Aza Oyo Yaba Tribi Nabiso ya Katanga. Tu vois, ça devient. La personne même a demandé qui est Kinois. Tu vois, ça devient deux fois important, Batebele, Bazo comprendre quand ils disent que oh, vous savez, ce n'est pas important, évoluons seulement. Non, ce n'est pas ça. Bamboka Nyonso Yamokili. Avant que j'appelle notre invité, parce qu'il m'a dit à quelle heure il sera disponible, je vais le faire. Donc ne vous perdez pas. J'attends seulement quelle heure qu'il m'a donné arrive, et puis je l'appelle, et puis nous entrons. Mais je ne peux pas laisser comme ça. Bandu Pekolobaka Makamwa Congo. Comme c'est une émission spéciale, je sais qu'il est Borobengapé, mais après que lui ait fini, qu'il soit parti. Je ne sais pas combien de minutes il va nous donner, mais on va poser des questions. S'il n'a pas assez, bon, on va continuer quoi. Mais j'espère qu'il aura tout le temps possible de nous répondre à nos questions. J'espère que Binunion surtout et Sika Bozali, Bozape Naba son Abinon, tout est correct. Je ne veux pas que les gens disent que ce n'était pas correct, tout ça et qu'on sort. Mais j'espère que nous sommes dans les bons tous. Voilà. Aujourd'hui au Congo, des fois, nous, Bisoba Congolais, tous s'embrouiller pamba pamba. Dans le monde entier. J'ai causé avec un frère ami à moi. On causait, on s'est demandé quel est ce pays sur la terre, tant a eu indépendance. Dans les 40-50 années qui ont suivi son indépendance, un étranger a dirigé ce pays-là. Tolukinaye Tomonimboka Wanate. Un pays qui prend son indépendance. Pendant la première année de l'indépendance, 10 ans, 15, 20, 30, 40, 50, Atiaka étranger a dirigé. On n'a pas trouvé ça. On n'a pas trouvé ça. C'est pour vous dire, hein, nous les Congolais, comme on dit chez nous au Kasaï, il y a d'autres choses. Hein, quand on vous dit que 2 plus 2 égale 4, hein, soyez seulement correct et simple. 2 plus 2 égale 4. Il ne faut pas faire les mathématiques des intégrales là où il ne faut pas en faire. Mais na biso na Congo nene tozalaka. Si Fachi a sali effort qu'on puisse forcer avec l'Assemblée, le Sénat, qu'on mette des pères et des mères, oh, Azo Kima pour Katumbia Kobatreye. En même temps, les mêmes personnes vous disent les élections sont seulement déjà triquées d'avance. Vous voyez que ce sont des gens qui n'ont pas de position. Ceux qui, élections, ils ont déjà triqué d'avance. Et qu'ils mettent des pères et des mères. Comme c'est déjà triqué d'avance, qu'ils mettent des pères et des mères ne va pas changer les résultats selon compréhension comprendre pour être la Cour constitutionnelle assis à Minéango. Bino moko boloba que non, Kaloubi, c'était son gars qui devait les faire passer. Quand Kaloubi saute, tout le monde, oh mon Dieu, et ce n'est pas correct. Mais vous tous, vous étiez contre Kaloubi, vous tous. Vous les gens là qui sont là comme ça en train de parler, vous n'aimez pas votre nation. Maintenant, quand Kaloubi est écarté par un sort, non, Matata lui a donné $1 million, tout ça, il a fait que Matata ne soit pas arrêté. Ça sont les choses que les gens racontent, vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais je ne peux pas prendre des choses d'emblée comme ça. Je peux seulement savoir qu'il y a une possibilité qu'Azora Mongo peut être à ma tamponnier, mais je n'ai pas de preuves, alors je n'en parle pas trop.
Je n'en discute pas parce que je n'ai pas une preuve tangible, comme on le dit. Et des fois, na makambo ya droit, baloba ke ceux qui ont prouvé que loko, il n'y a pas d'ombre de doute, comme on dit. Ombre à Tamuketezali, c'est alors que la personne peut être condamnée. Des fois, il faut être souple. Nous allons seulement dire qu'il y a eu tirage au sort. Ceux qui maël n'a pas tirage au sort, n'a évité. Mais n'a pas que tirage au sort et salamaka, lui n'a pas passé. Ça peut être vrai qu'on l'a chassé ou on l'a sorti parce que nous croyons que Matata doit être jugé. Ça peut être aussi ne pas être vrai que Zaka Sorpe, Betty Bongo, à Tamboli. Mais les mêmes personnes reviendront pour dire hey, vous savez, on l'a écarté pour cela. Mais vous avez dit qu'Azlaki Wanapona Koede Fachi a gagné. Le problème n'est pas d'être écarté. Le problème est que lui était là pour que Fachi puisse gagner. Maintenant, il est parti. Maintenant, vous changez le langage. Oh, Azongisi Wana, Wana Nde carte Zaki Ndeye Babombakiye. Vous êtes toujours comme ça. Nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas sérieux avec notre nation. Deux fois, quand une chose est bonne pour votre république, que ce soit un démon qui le fait, vous devez dire Amen. Parce que même la Bible là, nous dit que les démons reconnaissent Jésus et ils tremblent. Nous disons Amen, c'est une vérité. Les démons connaissent Jésus très bien et ils tremblent. Donc, c'est-à-dire que bien. Voilà comment vous devenez mûr. Voilà comment vous commencez à changer. Parce que ce qui est important, c'est d'abord l'intérêt du Congo. Si Fachi écarte Katumbi, parce qu'il n'est pas congolais, ce n'est pas mauvais, on dit Amen, écarte-le. Mais si Fachi écarte un Congolais de père et de mère, là nous allons dire que papa, Wana Toboyi. Parce que lui aussi est de père et de mère, il a les mêmes droits que vous. Pourquoi vous l'écartez? Mais si c'est un étranger que vous écartez au poste régalien du Congo, je suis très d'accord avec vous. Et je dis amen à ça. Nde loko ezangi et pas na biso ba congolais. Vous verrez dans la députation na tous la bando qui est belé, ils sont là en train de lutter que l'on est l'écarté. Donc ces gens-là, pour na bambongo na bango ba poche na bango mike balingi que Congo ezanga. Parce que yeba ko pèse $1000, $50. Qu'est-ce qu'il laissera à ses enfants? Qu'est-ce qu'il laissera à la progéniture qui va venir après lui? Ce sont ceux-là que nous appelons égoïstes, gourmands. Quand un étranger vient, et le système du Congo a été fait d'enrichir les étrangers, d'appauvrir les Congolais. Et ces étrangers-là, bazo pesa bambongo, bazo corrompre, nous comprenons ça, mais quand on vient, on dit, oh, on nous condamne, wazo kosa, bolingi boye, bolingi katumbite, katumbi mane za zambienne. Vous n'avez même aucune preuve. Même lui, Francis Kalombo, un jour a dit, sa maman à lui est zambienne. Elle avait dit ça. Et puis, oh non, non, non. Et même le gars ici des bossons de la politique, Israël Moutouma dit, ah, on le dit que sa maman est zambienne. Oh non, 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 non. Je voulais dire que sa maman est congolaise. La vérité était tue. Oh, constaté. Oh, constaté. Qui est Katangé, qui ne l'est pas. Le Congo, nous devons toujours voir grand. Je vous ai toujours dit ici, depuis Nganayaka, je suis parmi les premières personnes qui ont été contre le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Ngaï. Naboya Naloba, que l'on les a bien. Nous, c'est le grand Kasaï. Que tu sois Moutetela, que tu sois Moussonge, que tu sois Moulouba, que tu sois Mouchankadi, je ne sais pas, tout ce que vous êtes là du grand Kasaï. Nous sommes un seul peuple. Moukouba, que ce soit, je ne sais pas, Mouketa, Moussalampassou. Quand nous sommes du grand Kasaï, nous sommes du grand Kasaï. Nous avons notre origine. Et nous ne devons pas admettre ce que le blanc nous a mis dans la tête pour dire que occidental, bosse la kuna, oriental, boye. Quel occidental? Quel oriental? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, au Katanga, ils comprennent que ce n'est pas bien qu'on les a divisés. Nous, quand on nous a divisés, toujours c'est cas, parce que nous savons, nous sommes un même sang. Vous pouvez nous diviser en 1000 morceaux. Et d'ailleurs, ça va à l'avantage du grand Kasaï, si vous ne savez pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, les haineux qui croient que nous sommes tribalistes, ils disent que non. Comment beaucoup de postes ont été donnés au Luba? Non? Parce que si on donne à quelqu'un de l'Omami un poste, ce gars-là n'est pas du Kasaï oriental. C'est ce que vous avez fait avec Kabila. Si on donne quelqu'un de Sankourou, or il est mon frère Moutetela du Kasaï, moi je te dirais non. Sankourou, ils sont de l'autre côté, ils ont aussi une province. Vous voyez maintenant comment vous êtes tombé dans le piège parce que vous avez voulu diviser un peuple.
Vous prenez quelqu'un de Tchikap. Je dis non, non, cela n'est pas de chez moi. Cela est de Tchikap. Oh, moi, je sais dans mon cœur qu'il est de chez moi. Alors, je commence à me moquer de vous. J'aurai 14, 20, 35 postes parce que tu nous as divisés en 1000 morceaux. C'était une erreur monumentale. Quand vous aimez votre nation, vous ne faites pas ça. Quand vous aimez votre nation, vous devez seulement comprendre que laissez ces histoires fonctionner comme ça a été au commencement. Ne cherchez pas à diviser pour régner. Vous allez à Kananga vous donner des ministres, vous allez à Kassai oriental des ministres, Kassai tout court ou bien Kassai central des ministres, Sankourou des ministres, Lomami des ministres. Nous aurons beaucoup de ministres, c'est votre problème, je m'en fous. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute, vous qui avez soutenu Kabila, qui est en train de diviser les Congos en 1000 morceaux. On vient, nous parlons des pères et de mères, les gens viennent nous parler de la congolité. Et c'est de ça qu'on va entamer. Ce que je vais faire, nous avons presque 200 personnes sur Facebook. Je vais seulement dire bonjour à Jean Bertrand, parce qu'il est là. Et puis, je dis aussi bonjour à Jean-Claude Kiss. J'ai dit aussi bonjour à Trésor et Bidoya. J'ai dit bonsoir à Prouf Watunda. Je dis bonsoir à John Mato. Et puis Jordan Kamok, Freddy Kabongo, Christine Mwamba et puis Simon Kababou. Ça, c'est les gens qui sont sur Facebook. Aimez vraiment, je m'excuse, aimez la vidéo, partagez avec un grand nombre. Nous avons un invité spécial que je vais appeler dans quelques instants. Je voulais reconnaître les gens qui étaient sur Facebook. Et je rentre rapidement sur YouTube. Nous avons plus de 260 personnes déjà sur YouTube. Et je suis content pour que l'auditeur parle et que vous tous puissiez écouter. Nous disons d'abord bonjour à Patrice Mouteba. Nous disons aussi bonjour ou bonsoir à Maman Liliane Bibi. La même chose pour Kalkal, que je ne connais pas c'est qui. Et puis Dilamika Ntumba, nous vous disons aussi bonsoir. Ngwibi Christina, nous vous disons aussi bonsoir. Voilà les gens que nous pouvons pour l'instant saluer. Et puis de là, nous allons essayer d'aller appeler. Nous avons aussi Nathan Kadiata. Voilà. Je vais rapidement, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais je vais rapidement aller appeler notre invité. Et puis de là, nous allons l'écouter, nous poserons des questions. Et par après, je vais essayer en même temps de lire pendant qu'il parle. S'il y a une question que je vois, je peux l'ajouter. Je ne sais pas si on se comprend. Si je vois une question sur YouTube, quelqu'un qui pose, ou sur Facebook, je vais toujours ajouter la question. Parce que si je le prends, il sera difficile que je puisse en même temps le couper, aller prendre la question de quelqu'un d'autre en ligne et puis y reposer. Non, je pourrais lire vos questions, mais moi je vais l'appeler lui en direct pour voir ce qu'il pourra nous dire. Juste... une seconde. Je vais essayer de l'appeler. J'espère que tout le monde m'entend. Bonsoir, Dr. Noël Tchani. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien Kalonji Wamulumba. Vous êtes en direct avec Kalonji TV. Bon, nous avons nos auditeurs qui vous entendent. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, c'est bon. On va aller calmement. Nous avons beaucoup de gens qui sont déjà en ligne en train de vous écouter. Nous allons commencer d'abord à vous dire bonsoir. Nous sommes en même temps sur Facebook et sur YouTube. Donc vous avez les gens de partout le monde qui vous écoutent en ce moment. Je voudrais saluer tous les auditeurs, partout où ils se trouvent. Bonsoir à partir de Kinshasa. Merci. Il y a les gens qui disent bonsoir Dr Noël Tchani, ils sont contents, ils sont excités. Je vois des signes là-bas sur Facebook et sur YouTube. Bon, pour évoluer, nous vous disons d'abord comment vous allez. Dites-nous comment vous allez, comment va Kinshasa, comment va le Congo. Oui, moi personnellement, je me porte très bien, Dieu merci. Je suis en très bonne santé et malgré la conjoncture difficile. Mais globalement, je dirais que le pays connaît les mêmes défis que tout le monde connaît. Oui. La crise russo-ukrainienne a fait qu'il y a une montée vertigineuse des prix sur les marchés des biens et services, ce qui érode le pouvoir d'achat de beaucoup de nos compatriotes dont les salaires sont libellés en francs congolais. Oui.
Et au-delà de cela, bon, on entend les statistiques officielles affichées par le gouvernement montrent qu'il y a une mobilisation accrue des ressources financières. Oui. Ce qui fait que, en principe, le trésor public est supposé avoir un peu plus d'argent qu'avant. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, quand est-ce que toute cette embellie sur le plan des finances publiques pourrait se traduire par une amélioration dans le panier de la ménagère? Donc, c'est la question que les gens se posent, mais je crois que le gouvernement aura le temps de faire une affectation judicieuse de ces ressources accrues de l'État afin que ça puisse avoir un impact dans le panier de la ménagère. Bien compris. Nous avons beaucoup de questions. Il y a quelqu'un d'abord qui pose une question. Moi, je devrais commencer, mais la personne là insiste. Elle dit, demandez à Dr Noël Tchani, est-ce que le plan Marshall à lui était basé sur la nationalité congolaise? Oui, le plan Marshall est basé sur la République démocratique du Congo. Au fait, c'est un plan purement et simplement congolais. Oui. Mais j'ai utilisé le terme plan Marshall pour que les gens comprennent immédiatement de quoi il s'agit. Il s'agit d'un plan de reconstruction et de développement de la République démocratique du Congo. Oui. Et comme vous savez, il y avait, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont conçu le plan Marshall pour l'Europe, pour reconstruire les pays européens. Aujourd'hui, tous les pays de l'Europe occidentale qui étaient détruits par la Deuxième Guerre mondiale ont pu bénéficier de son plan-là et il y a eu un succès spectaculaire parce que les infrastructures étaient reconstruites, le tissu social qui était disloqué a été rebâti et aujourd'hui, les pays de l'Europe sont stables sur le plan du développement. Alors, le terme Marshall est devenu un terme générique qu'on utilise pour parler d'un plan de reconstruction d'un pays. Cela ne veut pas dire que ce que j'ai fait pour le Congo est calqué sur le modèle américain, pas du tout. Ce que j'ai fait pour le Congo est purement et simplement basé sur les réalités congolaises. Je pouvais l'appeler le plan Tchani de reconstruction et de développement de la RDC. Oui. Mais si j'avais fait ça, il y aurait deux problèmes. La première chose, c'est que beaucoup de personnes ne connaîtraient pas qui est Tchani. À l'époque, je n'étais pas connu. Oui. La deuxième chose, il y a des gens qui verraient en moi quelqu'un qui met son nom partout. Oui. Alors, pour éviter tout ça, je pense que le terme plan Marshall était plus approprié pour décrire ce que nous avons voulu faire pour le Congo pour qu'on puisse reconstruire ce pays de façon rapide. Et d'ailleurs, si je vous invite à aller sur Google, mettez Noël Tchani, plan Marshall, Time Magazine. Aussitôt que j'ai publié le plan, Time Magazine était très intéressé pour savoir de quoi il s'agit. J'ai publié un article dans Time Magazine que vous pouvez voir. Oui. La Libre Belgique était intéressée, Jeune Afrique était intéressée. Donc, vous allez voir que le terme plan Marshall a attiré beaucoup plus de ces médias internationaux qui négligent ce que nous faisons dans des pays africains. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une terminologie qu'ils comprennent facilement. Ok, bien compris. Nous avons une question pour vous. Là, c'est moi maintenant qui vous pose la question. Pouvez-vous nous parler de la congolité et puis cette proposition de loi des pères et de mères? Est-ce la même chose? Le problème de congolité, comme on l'entend dans les médias, et puis les problèmes de la proposition de loi Tchani sur le poste régalien. Nous vous écoutons. Ok. D'abord, je commence par la proposition de loi que nous avons faite. On est parti de l'idée que notre pays est infiltré au sommet de l'État. Oui. On a connu la période de M. Laurent Désiré Kabila, où le chef d'état-major de l'armée était James Kabarebe, un Rwandais. Et depuis là, tous les postes importants de l'armée congolaise sont occupés par des Rwandais. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, cela est sorti non seulement de l'armée, de la police, les services de sécurité, la magistrature, tous les postes, toutes les institutions de la République sont infiltrées. Et la consécration de tout ça, c'est que si on ne change pas la Constitution dans sa formulation actuelle, on peut très bien arriver à avoir un président de la République qui ne serait pas 100% congolais, qui pourrait avoir des loyautés partagées entre la RDC et un autre pays étranger,
Et ça, ce serait légal parce que la Constitution donc, donne cette ouverture-là. Je me suis dit, il faudrait que nous puissions protéger la souveraineté nationale, ce qui va nous permettre de maintenir l'intégrité territoriale. Et pour le faire, j'ai proposé l'idée qu'il nous faudrait changer 2 articles dans la Constitution. L'article 10 de la Constitution qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive, ce qui faisait perdre à tous les Congolais qui vont à l'étranger et qui acquièrent des nationalités étrangères, pas parce qu'ils veulent ne plus être Congolais, mais plutôt parce qu'ils veulent être en règle dans les pays de résidence pour trouver du travail, envoyer les enfants à l'école, gagner de l'argent et supporter leur famille au Congo. Par conséquent, ces Congolais sont forcés de prendre les nationalités des pays de résidence. Mais la Constitution congolaise actuelle dit que quand vous avez pris une nationalité comme ça, même si vous n'avez pas voulu renoncer à la nationalité congolaise, automatiquement, vous n'êtes plus Congolais. J'ai dit non, parce que ces Congolais-là n'ont pas renoncé à la nationalité congolaise, ils ont pris des papiers pour être en règle dans les pays où ils résident. Par conséquent, nous avons proposé qu'on modifie l'article 10 de la Constitution en changeant le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise et en adoptant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, nous sommes tous nés Congolais, nous vivons Congolais, nous allons mourir Congolais, et quand on va nous enterrer, on nous enterre en tant que Congolais. Personne ne doit perdre la nationalité congolaise, même s'il va prendre une ou plusieurs nationalités étrangères. C'est ça le principe de l'irrévocabilité de la nationalité que nous prenons. En faisant cela, on va redonner la nationalité à près de 10 millions de Congolais qui sont éparpillés à travers le monde et qui ont pris la nationalité des pays d'accueil. 10 millions de personnes, c'est comme la population du Congo-Brazzaville, du Burundi, de la République centrafricaine et du Gabon. Mais quel est ce pays-là qui abandonne autant de gens, qui dit que vous n'êtes plus nos citoyens alors qu'eux, ils veulent continuer à être Congolais? D'où cette loi, elle va redonner la nationalité à beaucoup de gens. Il faut qu'on puisse l'adopter dans cette dimension-là. Maintenant, le 2e article de la Constitution. Le 2e article, déjà dans ce article 10-là, ce qu'il y a, c'est que pour changer cela, il suffit simplement de dire que la nationalité, au lieu de dire la nationalité congolaise est une exclusive, nous allons barrer une exclusive, on va remplacer cela par la nationalité congolaise est irrévocable. Donc, automatiquement, le problème est résolu. Il faut juste qu'on change cet article-là dans la Constitution. C'est un petit travail qui ne va même pas prendre 2 secondes au niveau du Parlement. OK. Maintenant... Oui, allez-y. Finissez l'idée et puis on continue, on va poser des questions. Allez-y. Oui, maintenant, cette disposition qu'on va changer, on va juste faire une exception avec les pays voisins de la RDC. Certains pays voisins ont eu des velléités d'occupation de notre pays, de colonisation de notre pays. C'est le cas de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Nous allons généraliser cela en disant, avec tous les pays voisins de la RDC, il n'y aura pas le principe de l'irrévocabilité de la nationalité ou de double nationalité. Pourquoi? Parce que nous avons encore un problème de confiance qu'il faut rétablir entre nous avant qu'on puisse sentir à l'aise qu'un Congolais peut être Rwandais ou bien un Rwandais peut être Congolais. C'est ça la seule exception qu'on a là. Maintenant, 2e principe, 2e article de la Constitution à modifier, c'est l'article 72 ou 72 de la Constitution. Cet article-là dit que pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, il faut être Congolais d'origine. Mais en disant Congolais d'origine, les gens ont compris cela par être Congolais nés de père ou de mère congolais. Mais nous disons que ce qui nous cause des problèmes, parce qu'en ayant des Congolais nés de père ou de mère congolais qui peuvent devenir président de la République, je donne 2 exemples extrêmes. On peut avoir un enfant dont la mère est congolaise, le père est rwandais, ou bien la mère est congolaise, le père est ougandais. Ces gens qui ont voulu nous coloniser, nous envahir par la force, si on leur donne cette possibilité-là, ils vont mobiliser des moyens donnés à un de leurs qui aurait une mère congolaise pour qu'il soit candidat à la présidence. Et une fois qu'il gagne la présidence de la République, il va basculer la RDC sous la domination rwandaise ou ougandaise. Cet enfant aurait des questions de loyauté partagée parce qu'il ne peut pas être 100% loyal à la République démocratique du Congo. Il pourra être aujourd'hui loyal à la RDC
demain loyal au Rwanda ou bien loyal à l'Ouganda. Pour éviter ce principe-là de loyauté partagée, nous disons que les postes de souveraineté, à commencer par la présidence de la République, doivent être occupés par les Congolais d'origine, virgule, nés de père et de mère congolais d'origine. De cette façon, on exclut la possibilité d'avoir des gens qui auraient un pied dedans, un pied dehors avec d'autres pays extérieurs. Bien compris. Ce que je propose là, oui, ce n'est pas une invention de Noël Tchani ou bien de la République démocratique du Congo. D'autres pays du monde ont ce principe-là déjà. Je donne l'exemple, les États-Unis d'Amérique où vous êtes. Aux États-Unis d'Amérique, on dit que pour être candidat à la présidence, il faut être né sur le sol américain. Mais cela ne veut pas dire que tous les autres qui ne sont pas nés sur le sol américain ou bien qui sont naturalisés américains ne sont pas américains. Oui. Ils sont tous américains. Sauf que tout le monde peut tout faire. Sauf que les postes de souveraineté, président des États-Unis d'Amérique ou vice-président des États-Unis d'Amérique, ces postes-là sont réservés à ceux qui sont nés sur le sol américain. C'est ainsi que Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, tout ce monde-là, Joe Biden, sont des présidents des États-Unis. Tandis que Arnold Schwarzenegger, qui était né en Autriche, je crois, et qui était gouverneur de l'État de Californie, ou bien Madeleine Albright, qui était née en Tchécoslovaquie et qui était secrétaire d'État américain, ou bien Henry Kissinger, qui était né en Allemagne et qui était aussi secrétaire d'État américain. Ces gens-là, malgré le fait qu'ils sont très intelligents, qu'ils ont de l'expérience professionnelle à revendre, ils ne peuvent pas devenir président des États-Unis simplement parce qu'ils sont exclus du fait qu'ils peuvent avoir des loyautés partagées entre les États-Unis et les pays donc de leur naissance. Ok, il y a beaucoup de questions. On va aller beaucoup plus vite. D'abord, une question. Est-ce que vous avez été invité une fois à Harvard University? Pardon? Vous avez déjà été invité à Harvard, l'université d'Harvard? Je n'ai pas été invité à l'université de Harvard, bien que moi-même j'avais étudié à Harvard pour faire ma spécialisation en leadership et management. Je n'ai pas été invité. Je serais très content d'être invité pour venir parler de ça là-bas. Oui, très bien compris. Je pense que les auditeurs vous écoutent parce qu'ils disent que peut-être vous avez été invité, mais non, Dr Noël Tchani n'a pas été invité, mais il a étudié là-bas. Nous continuons rapidement. Une autre question pour vous. Vous nous avez dit ici qu'il y a un problème d'infiltration. Mais comment est-ce que nous pourrons changer les lois dont vous avez cité, entre autres 72, aussi longtemps que vous savez que même à l'Assemblée, nous sommes infiltrés? Comment cela se passerait? Quelle est l'idée que vous donnez pour que cela se réalise, connaissant votre Assemblée et comment notre Parlement est dirigé aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous avons un Parlement, une Assemblée nationale de 500 députés nationaux. Les sondages que nous avons faits montrent que quand la loi va être présentée pour discussion et débat et vote au niveau de l'Assemblée nationale, elle va passer. Elle va passer parce que même si nous sommes infiltrés, mon ami Singhi Pouloulou, député national, nous a parlé qu'il y avait la semaine dernière une confrontation entre deux députés nationaux, Hutu et un Tutsi. Les deux se reconnaissent rwandais, mais ils font partie de notre Assemblée nationale. Ces gens-là, c'est une minorité. Je crois que nous avons suffisamment de Congolais de père et de mère au sein de cette Assemblée nationale qui croient sincèrement qu'il faut que nous puissions verrouiller ces postes. Et quand il s'agira de passer au vote, ils vont mettre en avant le patriotisme, le nationalisme congolais pour résister à la tentation d'être corrompus par certaines personnes qui ne croient que dans l'utilisation de l'argent pour acheter les consciences. Et je pense que la loi pourra passer à plus de 80% lorsqu'elle sera soumise donc au vote à l'Assemblée nationale. Ok, bien compris. Nous allons poser beaucoup de questions. J'évolue rapidement. Une autre question à vous. Vous avez fait le débat hier, je crois, à l'État 6, si je ne me trompe pas. Vous avez été trop direct envers Katumbi. Les gens disent que pourquoi vous avez un problème particulier avec Katumbi. Nous vous écoutons. Non, moi je pense que hier d'abord, vous savez, quand j'ai commencé à proposer cette loi ou cette proposition de loi, je n'avais pas à l'esprit l'idée d'individu pour que je sois contre lui ou pour lui. Je ne le faisais pas pour plaire à lui ou bien pour détruire un individu. Bien au contraire, j'étais préoccupé
par la souveraineté de mon pays, de notre pays à nous tous. Oui. Alors, il se fait que le groupe de Katumbi, ils vont partout et ils présentent les choses comme si la loi a été proposée simplement pour nuire à Katumbi, comme s'il était si important que tous les Congolais doivent arrêter tout ce qu'ils doivent faire pour faire attention à lui. Et j'ai vu au Bas-Congo, ils ont distribué des t-shirts là-bas sur lesquels c'est marqué, je vais vous les envoyer, oui, sur lesquels c'est marqué « Nous sommes contre la loi discriminatoire de Noël Tchani ». Ils ont distribué ça au Bas-Congo, à Kinshasa, devant l'Assemblée nationale, dans les Kivu, à Kisangani, partout, ils sont en train de distribuer. Donc, une loi discriminatoire parce que vous voulez protéger la souveraineté de votre nation, si je comprends. Voilà, et ils considèrent qu'elle est discriminatoire. Pourquoi? Parce que Katumbi ne serait plus éligible pour la présidence de la République. Mais je voudrais préciser que hier, quand on m'a posé la question, la personne qui posait cette question-là pour dire que la loi était proposée pour éliminer Katumbi, je lui ai fait comprendre ceci. Sous le régime de Mobutu Sese Seko, on avait une loi, une constitution qui disait en son article 7 que pour être candidat au poste de président du mouvement populaire de la Révolution et président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, né de père et de mère zaïrois. C'est ainsi que pendant cette période du maréchal Mobutu, Moïse Katumbi, Kengo Adondo et tous les autres qui sont dans cette catégorie-là ne pouvaient pas prétendre devenir président de la RDC ou du Zaïre. Il s'est fait aller tripatouiller la constitution en Afrique du Sud, utilisant même la corruption, l'argent à la main pour acheter les consciences de nos compatriotes. On a fait tomber le mot né de père et de mère zaïrois ou congolais de la constitution. Mais beaucoup de Congolais qui étaient là-bas n'avaient pas réalisé ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce qu'on disait que pour être candidat à la présidence, il fallait être Congolais d'origine. Ils ont pensé que Congolais d'origine veut dire né de père et de mère congolais. Maintenant, quand nous avons réalisé ça, on a dit non. On a changé la signification de ce que ça voulait dire Congolais d'origine. Nous allons maintenant réintroduire cette dimension de Congolais d'origine, né de père et de mère congolais pour être candidat à la présidence de la République. Et d'ailleurs, cette disposition-là existe actuellement dans les statuts de la Banque centrale du Congo. Pour être gouverneur de la Banque centrale du Congo, il faut être Congolais d'origine, né de père et de mère congolais. D'accord. Comment est-ce qu'un petit poste de gouverneur de la Banque centrale du Congo, on exige la loyauté totale à l'égard de la RDC, tandis que pour des postes importants comme la présidence de la République, on a enlevé cette disposition-là. Bien compris. Donc c'était une que nous voulons corriger actuellement. D'accord, bien compris. On va revenir pour la banque. Mais une autre question rapidement parce que le temps file, mais nous vous voulons pour longtemps. Il y a une question là. On dit, Dr Noël Tchani n'a pas beaucoup d'argent. Il vient de dire que les tricots ont été distribués au Bas-Congo, à Kinshasa et consorts. Mais comment il pense que même s'ils sont majoritaires à l'Assemblée, là, les Congolais, mais ces gens-là qui sont étrangers, ils ont beaucoup de moyens, ils vont convaincre et puis corrompre vos frères congolais qui peuvent facilement accepter de ne pas faire passer la loi. Quel est le message? Voilà la question. Et quel est le message que Dr Tchani veut passer aux Congolais pour que cela n'arrive pas? Ok, c'est tout à fait vrai que notre pays, les compatriotes ont été tellement appauvris que quand on leur donne $1000, $2000, $5000, $10 000, ils sont prêts à pouvoir tout céder, à se faire acheter. Moi, je dis, que vous voyez là, il n'y a pas un montant qu'on peut utiliser pour me corrompre. Donc, je ne suis pas corruptible du tout. Mais j'estime qu'il y a beaucoup de compatriotes aussi qui reconnaissent qu'on a besoin d'argent pour faire certaines choses. Rien que pour imprimer les t-shirts, distribuer aux gens pour dire, quand les autres disent la loi est discriminatoire, nous devons dire qu'elle n'est pas discriminatoire. Rien que pour organiser des conférences, aller dans toutes les universités de la RDC. Rien qu'à partir de la conférence d'hier, je suis invité à l'université de Lubumbashi, de Kisangani, de Mbujimai, Pakongo, au Bandundu, partout. Il y a des recteurs qui m'appellent pour dire venez animer cette conférence scientifique à l'attention du personnel scientifique, les étudiants ou les professeurs. Tout ça, ça coûte de l'argent, non seulement pour les déplacements, mais rassurez-vous, pour ma sécurité. Je ne peux plus me déplacer aujourd'hui avec moins de 20 ou 25 personnes. Des agents de sécurité qui peuvent m'assurer qu'on ne va pas me causer donc du tort. Alors, c'est pour ça que je voudrais faire un appel à nos compatriotes.
Il ne faut pas laisser cette bataille-là pour moi simplement. Il faudrait que vous puissiez aussi participer. Nous avons ouvert 2 comptes ou 3 comptes. Le compte M-Pesa qui est plus 243 82 00 00 988. Aussi le compte Orange Money plus 243 85 210 22 22. Est-ce que vous pouvez encore répondre ce numéro-là parce que je ne l'ai pas écrit? Est-ce que vous pouvez répondre encore calmement pour que les gens prennent note? Une façon qu'ils peuvent faire quelque chose. Reprenez calmement une fois de plus. OK. Le compte M-Pesa est plus 243 82 00 00 988. Et il y a aussi le compte Orange Money qui est plus 243 85 210 22 22. Donc ces 2 comptes-là, si on peut donner un peu d'argent, $10, $20, si chacun de nous peut contribuer, on aura suffisamment de moyens pour faire face à tous ces milliardaires-là qui, en réalité, ont volé l'argent du trésor public et ils veulent utiliser ça pour acheter même la souveraineté de notre pays. Bien compris. Mais vous avez parlé, bien compris, j'espère que les auditeurs de Kalonji Wamulumba sont en train de vous suivre. Nous avons déjà plus de 700 personnes en temps réel. Nous savons que vous avez fait aussi une grande foule là-bas avec les jeunes gens quinois, congolais qui sont venus à votre débat d'hier. Bon, nous allons vous poser notre question sur la Banque centrale. Est-ce que vous pensez que la Banque centrale du Congo aujourd'hui fait son travail? Bon, vous savez, je suis dans une situation délicate de donner une appréciation sur la Banque centrale parce que j'avais été considéré pour être gouverneur de la Banque centrale. Oui. Et je voudrais que nos compatriotes comprennent que la Banque centrale, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie comme spécialisation. J'ai une thèse de doctorat réalisée à l'Université de Paris 9 Dauphine, dont le thème était Indépendance de la Banque centrale, obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. Donc, j'ai conçu un modèle pour restructurer non seulement la Banque centrale du Congo, mais tout le système financier congolais et en plus de cela, pour remettre en place une monnaie nationale congolaise qui soit crédible, plus crédible que le franc congolais que nous avons aujourd'hui. Il s'est fait que Dieu seul connaît ce qu'il nous réserve. Je n'ai pas été désigné gouverneur de la Banque centrale et je respecte les choix opérés par les autorités politiques. Sauf que je réalise qu'à ce jour-ci, après qu'on ait mis en place une nouvelle direction de la Banque centrale du Congo, c'est un silence plein au niveau de la Banque centrale. La banque n'est pas audible, on ne sent rien de ce qu'elle fait, on ne connaît pas ce qu'elle fait et on constate simplement que les défis dans ce secteur restent entiers et il n'y a personne qui ose même les affronter. Je vais énumérer quelques défis. Le premier défi, c'est le fait que l'économie congolaise est totalement dollarisée, c'est-à-dire qu'on utilise le dollar américain à la place du franc congolais et 95% ou 95% de l'économie congolaise est en dollars. C'est-à-dire que le franc congolais aujourd'hui n'occupe plus que 5% de la masse monétaire du pays. Ce qui veut dire que le franc congolais n'existe que de nom. Moi, si j'étais gouverneur de la Banque centrale, j'aurais pris à cœur la réforme monétaire pour mettre fin à la dollarisation et redonner confiance donc au franc congolais pour que le franc congolais redevienne la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Pourquoi est-ce que je suis contre la dollarisation? C'est parce qu'elle coûte trop cher au pays en termes de perte de ce qu'on appelle les revenus seigneuriaux. Je vais expliquer ça très brièvement. Quand vous voyez par exemple un billet de $1, pour imprimer le billet de $1, il faut avoir un papier blanc sur lequel on a mis des couleurs, la verte et la signature du secrétaire du Trésor ou bien du ministre des Finances. Et on lui donne une valeur de combien? Une valeur de 100 cents, alors que le petit papier là, le coût de fabrication était de 10 cents. C'est-à-dire que la différence entre 100 cents
la valeur faciale du billet de 1 dollar, et 10 cents, qui est le coût de fabrication du billet, les 90 cents là, ou 90 cents, représentent le bénéfice que se fait le fabricant du dollar. Nous appelons ça en termes économiques ou techniques, revenu de seigneuriage. Mais maintenant, faites la somme de tous les billets qui circulent en République démocratique du Congo. Nous sommes dans une économie qui a un PIB de près de 45 milliards de dollars, près de 50 milliards de dollars. Ce que ça veut dire, c'est que notre économie, si on fait le ratio de 90% du PIB qui est dollarisé, nous perdons littéralement 4,5 milliards de dollars par an en termes de revenus qui sont transférés de la RDC aux États-Unis d'Amérique, sans que nous puissions nous en rendre compte. Et en conséquence, la Banque centrale, elle est toujours déficitaire. Il faut qu'il soit financé par... Alors? Je crois que c'est idiot que nous puissions fonctionner comme ça. Moi, je me donnerais de mettre fin à la dollarisation, restructurer la monnaie congolaise pour que nous puissions regagner tous ces revenus-là que nous perdons en faveur des États-Unis d'Amérique et qu'on utilise ça pour financer le développement du pays. Bien compris. Ça, c'est la première chose. Donc, je considère que le fait que le système actuel fonctionne comme ça, c'est que la Banque centrale du Congo ne fait pas son travail. Deuxième exemple important. Oui. Deuxième exemple important, le système financier congolais. Toutes les 16 banques du pays sont des banques étrangères, des petites banques étrangères, qui ne sont même pas des grandes banques internationales, des petites banques de rien du tout. J'estime qu'il appartient à la Banque centrale du Congo, qui est l'autorité de supervision et de régulation de ce secteur-là, de casser ce système de banques étrangères pour promouvoir l'émergence des banques locales. On a eu 2 ou 3 occasions qui ont été ratées par les autorités congolaises et où on pouvait donc mettre la main sur 2 banques étrangères pour qu'elles deviennent des banques nationales. Par exemple, le cas de la Robank. La Robank, dans le procès de 100 jours, vous aviez compris qu'elle avait sorti 57 millions de dollars. Très correct. Au lieu que cet argent puisse être retiré par M. Jamal au niveau de Ecobank, où il avait le compte, on a soutiré l'argent au niveau de la Robank, en contravention de la loi. Si moi j'étais gouverneur de la Banque centrale, on aurait forcé la Robank à rembourser immédiatement les 57 millions à la Banque centrale du Congo et à l'État congolais. Et s'ils ne le font pas, on convertit ces 57 millions en capital de la Banque centrale du Congo ou bien de l'État congolais dans la Robank. La Robank devenait d'office une banque congolaise dans les limites donc de ce capital de 57 millions qui avait été donc subtilisé. Bien on a connu le même cas aussi. Oui, allez-y. On a connu le même cas aussi avec la BGFI Bank qui a utilisé 43 millions de dollars pour la création de la compagnie Egal. On aurait dû faire le même mécanisme et l'État congolais allait redevenir actionnaire dans ces banques-là. Donc aujourd'hui, nous avons un cas particulier qui est sous les mains, sous les bras. C'est la banque Afriland Bank. Si on utilise la même technique, Afriland Bank devrait être restructurée de la même façon et ça devrait revenir en partie à l'État congolais ou bien à la Banque centrale du Congo. Donc, ce sont des gymnastiques financières qu'il faut être un initié, comme moi qui ai travaillé dans les banques américaines ou bien la Banque mondiale dans les réformes du secteur financier pendant plusieurs années pour connaître ces subtilités-là afin de donner avantage à notre pays. Bien compris. Une autre question. En résumé, parce qu'il y a encore... ne fait pas son travail. Bien compris. Il ne fait pas son travail. Mais que direz-vous de ce que les gens disent ou bien ce qu'on nous raconte dans les médias, qu'aujourd'hui, la Banque centrale a quand même 3 milliards 800 millions dans ce qu'il y a comme réserve. Avant, c'était 800 millions. Avez-vous un commentaire là-dessus? Oui, j'ai un commentaire. Je voudrais saluer le fait qu'on ait ces réserves accrues. Sauf qu'il faut qu'on analyse la qualité des réserves. Une portion importante de ces réserves-là, elles sont venues de dons et de prêts des bailleurs de fonds internationaux, du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Donc la qualité des réserves montre que ce ne sont pas des réserves qui sont générées par l'économie, mais plutôt qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas un caractère permanent ou répétitif. On ne va pas avoir recours donc à ces bailleurs de fonds-là éternellement. Bon. Au-delà de ça, il y a une mobilisation importante des ressources financières locales au niveau de la DGI ou bien au niveau de la DGDA. Je voudrais saluer les efforts qui sont faits dans ce domaine-là. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les retombées du code minier
qui devait commencer à faire entrer des revenus dans les caisses de l'État après un certain temps, même si le code minier a été mis en place depuis 2012. Donc, la combinaison de toutes ces choses-là fait qu'aujourd'hui, on a plus de réserves d'échange évaluées à près de 3,8 milliards de dollars. Mais je voudrais relativiser les choses. 3,8 milliards de dollars pour un pays de 107 millions d'habitants, c'est rien. C'est à peine 12 semaines de couverture d'importation. Le Nigeria a près de 55 milliards de dollars de réserves d'échange. L'Angola, près de 38 milliards de réserves d'échange. Donc nous sommes au bas de l'échelle. Pendant que c'est une amélioration par rapport à ce que Kabila avait laissé, parce que Kabila avait laissé 1,2 milliard de dollars comme réserve d'échange. 3,8 milliards de dollars, c'est une amélioration considérable. Mais c'est encore loin de l'objectif qu'on devrait avoir, nous, en tant que pays. Moi, je vois ce pays avec des réserves d'échange de 75 milliards de dollars. Et pour donc, vous voulez nous dire que si vous êtes élu aujourd'hui au Congo démocratique, vous pouvez amener notre budget ou bien notre réserve à 100 milliards? Je peux le faire. Et je peux amener notre budget national au-delà de 10 milliards que nous avons, 11 milliards qu'on a, nous pouvons avoir un budget national de 75 milliards de dollars par an. C'est possible. Et je voudrais vous inviter à prendre connaissance du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui donne des voies et moyens comment nous pouvons arriver à remettre l'économie sur la bonne voie afin d'atteindre ces objectifs-là. Voulez-vous que votre plan Marshall soit réalisé nécessairement par vous? Vous ne pouvez pas le partager avec le président actuel comme étant fils du pays, de père et de mère d'ailleurs, pour que vous puissiez travailler ensemble et réaliser cela pour le peuple qui se meurt dans la souffrance où le social est vraiment zéro? Je peux vous assurer qu'aussitôt que le président de la République avait été élu, et je l'ai rencontré dans les 2 semaines qui ont suivi son élection pour le féliciter. Et je lui avais remis les 5 volumes du plan Marshall que j'ai. Donc, il a ça et je lui ai dit, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez besoin de nous pour le mettre en œuvre, on est là pour vous aider. Et donc, je n'ai pas été égoïste, mais je vais vous dire une chose, c'est que le plan Marshall là, est conçu après 40 ans d'expérience professionnelle. Vous pouvez le prendre à quelqu'un, la personne ne saura pas par où commencer. Mais j'ai vu quelques éléments de ce que le chef de l'État ou son gouvernement sont en train de faire qui pourraient être tirés de ce plan Marshall. Par exemple, on parle du programme de 145 territoires. Dans le plan Marshall, j'ai proposé la construction de 244 villes et villages modernes repartis sur l'ensemble du territoire national pour relancer l'économie et rebâtir le Congo qui devienne un pays moderne. Ils ont enlevé le mot 244 villes et villages modernes. On l'a remplacé par 145 territoires. Ça ne m'offense pas du tout. Je souhaite bonne chance à ceux qui vont le mettre en œuvre. Si on peut réussir, tant mieux. J'ai parlé aussi dans le plan Marshall de la mise en place d'un état de droit fonctionnel, mais aussi de la mise en place de la bonne gouvernance. Je vois simplement qu'ils ont adopté la même chose, qui était d'ailleurs le motto ou le mot d'ordre donc de l'UDPS pendant longtemps, sauf que la mise en œuvre souffre du fait que tantôt on met les gens en prison parce qu'ils ont mis les mains dans les caisses de l'État et tantôt on les sort de là sans qu'il y ait des jugements. Donc, je peux dire que oui et non, on a donné le plan au chef de l'État, mais la mise en œuvre souffre beaucoup. Et je pense qu'il doit y avoir des problèmes d'organisation, de choix des hommes, donc ce que nous voulons faire n'est pas fait et les résultats ne sont pas réalisés comme on l'aurait souhaité. Si je comprends bien, vous êtes en train de condamner l'entourage du président qui n'a pas des hommes et des femmes qualifiés pour réaliser votre plan Marshall. Bon, je ne voudrais pas aller jusque-là, mais le chef de l'État connaît très bien que les résultats que le peuple congolais attend de lui ne sont pas là. Le panier de la ménagère continue à être vide, les infrastructures de base continuent à souffrir, il y a moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable, à l'électricité, on n'a pas de route intégratrice de toutes les provinces, donc l'éducation, malgré la proclamation de la gratuité de l'enseignement, reste de mauvaise qualité. Et le chef de l'État lui-même l'a dit, d'ailleurs, quand il a parlé quelque part là, à Abidjan, je crois. Et la santé, on n'a toujours pas d'assurance maladie universelle. Donc, bref, beaucoup de choses que le chef de l'État voudrait faire et qui sont d'ailleurs en partie contenues dans le plan Marshall que je propose. On n'a pas de résultats pour l'instant. Maintenant, lui, il est le chef de l'État. Okay. Je ne veux pas lui dire ce qu'il fait. Mais si j'étais à sa place,
je réexaminerai donc les curriculum vitae de toutes les personnes chargées de la mise en œuvre pour déterminer qu'ils sont à la hauteur. Et s'ils étaient à la hauteur, pourquoi on n'a pas de résultats aujourd'hui? Docteur Noël Tchani, pour nos auditeurs qui sont en ligne, nous sommes avec Docteur Noël Tchani. Nous avons plus de 620 personnes sur YouTube. Nous avons presque 300 personnes sur Facebook en train de vous suivre. Une autre question pour vous, Docteur Noël Tchani. Les gens disent encore sur les médias en train de m'écrire, ils disent mais ce sont les intellectuels qui ont tué les pays. Lui, Docteur Noël Tchani, a étudié, il a défendu sa thèse. Nous avons Moïse Katumbi qui a fait la criminologie. Nous avons Fayoulou qui a beaucoup étudié des choses de pétrole et autres choses. Nous avons les Mouzito qui ont beaucoup étudié dans les finances. Matata Mpogno, tout ça. Le Congo n'a jamais évolué, n'a jamais changé. Qu'est-ce qui fait que nous puissions encore donner confiance aux mêmes personnes-là qui ont beaucoup étudié aujourd'hui au Congo? Vous avez la parole. Il y a une différence entre toutes ces personnes-là et Noël Tchani que vous voyez. Oui. Je suis sorti de ce pays à l'âge de 17-18 ans. J'ai étudié en Belgique, en France, aux États-Unis, en Grèce. Et quand j'ai terminé toutes ces études-là, j'ai travaillé essentiellement 40 ans dans le Wall Street à New York ou bien à la Banque mondiale à Washington. J'ai une expérience professionnelle des premiers plans dans les institutions qui m'ont appris non seulement l'éthique, la moralité, comment il faut utiliser les ressources publiques et comment il ne faut pas mettre les mains dans les caisses de l'État. Vous n'entendrez jamais que Noël Tchani a été corrompu quelque part. Jamais dans ma vie. Alors, maintenant, quelle différence y a-t-il entre moi et tous les autres là que vous avez mentionnés ou les leaders qui ont dirigé le Congo jusqu'à présent? Je voudrais vous informer que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu 5 chefs d'État. Aucun d'eux n'a le niveau d'études que moi j'ai fait aujourd'hui. Aucun d'eux. Je suis docteur en économie, formé dans une des meilleures universités de la planète. Et parmi tous les candidats que vous avez mentionnés ou les personnes que vous avez mentionnées, je dirais que je suis dans une catégorie à part pour n'avoir jamais travaillé dans la mauvaise gouvernance du Congo qui a donné de mauvais résultats que nous reprochons aujourd'hui à notre pays et pour n'avoir eu que l'expérience dans des institutions qui se respectent et qui pouvaient m'apprendre le professionnalisme à 100%. Donc vous voulez dire, tout le monde. Vous voulez dire, vous êtes dans le même sens d'idée avec le président qui dit que l'éducation du Congo est nulle, qu'il n'y a pas de formation des instituteurs et puis le Congo avec l'éducation c'est zéro. Donc vous avez la même philosophie que le président. Vous ne croyez pas à la criminologie de Moïse Katumbi, vous ne croyez pas aux études de Mouzito ou de Matata, donc vous ne croyez pas à l'éducation congolaise. Bon, je voudrais relativiser les choses. Je ne veux pas prononcer le même discours que le président de la République. Il a plus d'informations que moi en tant que président du pays. Moi, je suis professeur aujourd'hui dans quelques universités au Congo. Je me sentirais insulté si on me dit que tous les enseignants congolais donc, ne sont pas à la hauteur, parce que je sais que je suis vraiment à la hauteur. Donc, et je sais qu'il y a, au-delà de moi, il y a d'autres personnes par-ci, par-là qui sont bien formées. Mais grosso modo, l'enseignement congolais est en dessous de ce qu'on aurait souhaité qu'il soit. Par exemple, quand on fait le classement de 200 premières universités africaines, on trouve qu'il n'y a aucune université congolaise. Comment voulez-vous avoir des universités qui ne sont même pas classées parmi les universités africaines, mais desquelles on va attendre à des gens bien formés? Moi, je pense que nous avons un problème de ce côté-là et nous devons revoir purement et simplement le programme, le curriculum des études au Congo, mais aussi voir les infrastructures. Aller dans des grandes universités comme l'UNIKIN, c'est la plus grande université du pays. C'est désolant. Mais Docteur Tchani, pourrais-je dire que vous êtes seulement une exception, que l'éducation du Congo est nulle, comme le président l'a dit, mais vous faites, il n'y a pas de règle sans exception, vous faites l'exception avec les soucis d'aller aider pour élever ces niveaux-là qui n'est pas bon du tout, si je comprends bien. Je voudrais ne pas me considérer comme étant la seule exception dans le pays, parce que ce serait très égoïste. Je sais qu'il y a des collègues comme moi qui sont très bien formés, qui sont venus des universités étrangères, et qui font le maximum d'eux-mêmes pour donner le meilleur d'eux-mêmes aux enfants qu'ils enseignent. Mais il faut reconnaître que globalement, notre système éducatif n'est pas bon.
et il a besoin d'être amélioré considérablement. Bien compris. Maintenant, une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'au Congo aujourd'hui, l'armée congolaise fait son travail? Vous êtes un homme politique, vous êtes respecté au monde, vous êtes connu aux États-Unis, en Europe et en Afrique, précisément aussi au Congo. Que pensez-vous si vous voulez donner la cote à l'armée congolaise aujourd'hui? Vous savez, le domaine de l'armée, c'est un domaine assez spécialisé qui nécessite qu'on ait accès à des informations secrètes pour être en mesure de mettre une évaluation digne de son nom. Mais nous constatons simplement que notre armée n'arrive pas à maintenir la paix et la sécurité à l'est de la République, en partie à cause des infiltrations étrangères. Notre armée est pleine de gens qui ne sont pas des Congolais. Vous les avez pour planifier une opération militaire la nuit, et dès que vous terminez à planifier, il y a des éléments parmi eux qui donnent des informations au camp opposé. Ce qui fait qu'on neutralise notre armée au lieu qu'elle puisse réaliser des résultats qu'il faut. Il faut aussi reconnaître que l'armée n'est pas équipée comme il faut. On n'a pas des avions de guerre comme les États-Unis d'Amérique pour être en mesure ou des avions de reconnaissance, d'être donc dans le ciel et de regarder ce qui se passe par terre et de dire que voilà, les ennemis se trouvent à cet endroit, et ainsi de suite. Donc l'équipement reste donc sous standard. Au-delà de cela, nous avons un problème de rémunération. Les salaires donc des militaires restent très dérisoires. Vous avez des militaires qui vous gagnent 100 à 200 000 francs congolais. Quand vous divisez cela par 2000, vous avez en d'autres termes entre 50 $ et 100 $. Ce n'est pas assez pour qu'un militaire puisse supporter sa famille et se consacrer totalement à faire son travail. Donc nous avons un long chemin à parcourir pour qu'on puisse avoir une armée que nous pouvons considérer professionnelle, capable de faire face à toute éventualité et capable de pouvoir freiner l'élan des pays limitrophes qui voudraient se jouer donc de notre pays. Donc, c'est un domaine où nous devons faire beaucoup plus d'efforts. Mais malheureusement, il y a des informations qu'on ne peut pas discuter, dont on ne peut pas discuter comme ça sur des radios internationales parce que ce serait irresponsable donc de notre part. Très bien compris. Encouragez-vous l'état de siège ou bien vous pensez qu'il faut arrêter avec l'état de siège? L'état de siège, c'est depuis quelques mois qu'il est en place. Et la situation avant l'état de siège était pire que la situation que nous avons aujourd'hui. Mais je constate qu'aujourd'hui, après plusieurs mois d'existence d'état de siège, on continue à avoir des tueries. À Djougou, l'autre jour, vous avez entendu près de 50 personnes tuées. Chaque jour qui passe, on a 10, 20, 30, 40 personnes qui sont tuées. Moi, je crois qu'à ce stade ici, nous devons objectivement faire une évaluation impartiale de l'état de siège. Le chef de l'État devrait mettre en place une commission, peut-être déjà des gens autonomes, indépendants, qui ne sont ni dans l'armée, ni dans la police, qui ne sont ni des autorités en place, donc sur place, donc dans les provinces qui sont concernées par l'état des sièges, pour faire une évaluation objective. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie et qu'est-ce qui nous empêche de réaliser les objectifs qu'on s'était assignés au départ? Après cette évaluation objective, nous allons décider en tant que pays, avec des gens intelligents, s'il faut continuer ou mettre fin à l'état de siège ou s'il y a des mesures correctives qu'il faudrait donc apporter. Ok, bien compris. Encouragez-vous que le Congo ait toujours le multipartisme avec beaucoup de partis politiques, plus de 700, ou bien vous pensez qu'il faut vraiment scinder la gauche et la droite? Si vous comprenez bien ma question. Sincèrement, là-dessus, avant 2018, j'avais donné une idée et j'ai vécu cette expérience-là depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Je crois que oui, sans parti politique que nous avons aujourd'hui, c'est juste ridicule. C'est une perte de ressources, c'est une confusion qu'on entretient à un niveau électoral élevé, au point où pour les citoyens congolais, ils ne connaissent pas la différence entre parti A et parti B et parti C. Par conséquent, si les gens ne peuvent pas faire la différence entre les partis et leur philosophie et leur vision de développement, je pense que la démocratie devient donc un jeu de hasard. Par conséquent, moi je proposerais que notre pays entretienne des réformes pour réduire le nombre de partis à 2 ou 3 maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Je proposerais par exemple aujourd'hui, il y a le camp de le bloc patriotique, les Joseph Kabila, les Martin Fayoulou, les Mouzito et tout ce groupe-là, ils peuvent former leur parti politique. Il y a le camp de l'Union sacrée.
Ils ont regroupé beaucoup de gens qui sont venus autour de la vision du chef de l'État. Ils peuvent former leur parti politique et des règles bien précises. Et nous avons des indépendants comme nous, le camp de la force du changement, des technocrates indépendants qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays. Nous pouvons former notre parti politique. Si on a ces trois blocs-là, on peut organiser des choses de façon telle que lors des élections présidentielles, qu'il y ait des débats contradictoires entre candidats et chaque candidat peut présenter sa vision et la population congolaise pourrait choisir en connaissance de cause. C'est plus facile de choisir entre trois prétendants que avoir 800 prétendants en face parce que ça crée la confusion. Très bien compris. Avant de finir, une question pour vous. Nous voulons entendre ou bien vous écouter sur la MONUSCO au Congo. La MONUSCO, ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. J'estime que lorsque une organisation comme celle-là se trouve dans un pays pendant trop longtemps et qu'il y a toujours des problèmes d'insécurité, même s'il y a eu amélioration dans d'autres provinces. Mais à l'est de la République, on ne voit pas de changement malgré la présence de la MONUSCO. J'ai peur que la MONUSCO soit devenue trop locale pour faire partie du problème plutôt que faire partie de la solution. Je crois qu'il est temps que nous puissions réévaluer l'utilité de la MONUSCO afin de pouvoir programmer sa sortie progressive du pays et qu'on puisse laisser la place aux forces armées de la RDC, à la police congolaise, bien formées pour qu'elles puissent prendre donc le dessus. Donc, en d'autres termes, je voudrais qu'on arrive donc à organiser la sortie progressive de la MONUSCO de ce pays. Il y a un supporter qui dit, mais cet homme de Tchani reflète vraiment de la compétence. Mais nous continuons pour finir avec vous. Serez-vous président candidat aux élections de 2023? Croyez-vous qu'il y aura d'ailleurs élection en 2023? Que dites-vous de la CENI avant de finir avec vous? Toutes les trois questions-là sont données à vous avant qu'on vous laisse partir. Moi, je crois qu'il y aura élection en 2023. La question est de savoir si les élections seront crédibles suffisamment pour que ça ne puisse pas créer la même situation qu'on a connue en 2018 où après l'élection, il y a des gens qui vont commencer à contester les résultats et se proclamer des prétendants, ainsi de suite. Donc, faisons tout pour que la CENI fasse son travail dans les temps qui lui soit alloué par la loi électorale et la Constitution pour qu'on ait des élections crédibles en 2023. Pour cela, je voudrais demander aux autorités politiques de mettre à la disposition de la CENI les moyens financiers qu'il faut pour qu'elle fasse ce travail-là de façon indépendante, qu'on ne puisse pas rendre la CENI mendiante de façon telle qu'elle n'a pas d'autre choix que de se mettre à genoux devant ces autorités-là qui pourraient la manipuler comme ils veulent. De l'autre côté, je voudrais aussi faire appel à la communauté internationale, parce qu'il y a beaucoup d'organisations internationales qui disent qu'on veut aider la RDC. Mais on ne peut pas aider la RDC si on n'arrive pas à lui donner des moyens pour que l'organisation des élections soit transparente et crédible dans les délais constitutionnels. Donc, j'ai fait appel aux autorités locales, au gouvernement central, à la communauté internationale, à la communauté des bailleurs de fonds pour qu'on donne à la CENI tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse être en mesure d'organiser ces élections au plus tard en octobre 2023. Maintenant, la question de savoir si je serai candidat ou pas. C'est une bonne question et elle me revient tous les jours, partout où je passe aujourd'hui. Moi, je suis démocrate, je suis républicain. Je crois sincèrement que quand on a fait des élections comme en 2018 et qu'on a un président de la République qui est sorti des urnes, quelle que soit la façon dont ces urnes-là se sont déroulées, il faut qu'on respecte son mandat. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une fois. J'estime aujourd'hui que si nous commençons à entrer dans la course, avant la période électorale reconnue par la loi, nous allons simplement détraquer le travail du chef de l'État actuel et de son gouvernement. Et les gens ne vont plus faire faire attention à ce qu'il fait. Donc, je voudrais qu'on lui donne le temps de mettre en œuvre sa vision. D'ici la fin de l'année, nous allons évaluer objectivement le travail qu'il aura accompli avec son gouvernement. S'il a tellement bien travaillé et que tout ce qu'il avait promis a été réalisé, nous allons peut-être nous dire, laissons-lui la chance de continuer. Mais si on estime que d'ici la fin de l'année, qu'il n'y a pas de grandes réalisations par rapport aux objectifs qui étaient annoncés au moment où il était élu, par rapport aux promesses électorales qu'il avait tenues, à ce moment-là, si nous estimons que nous sommes les seuls à porter
de la correction à l'action gouvernementale pour qu'on arrive à remettre le pays sur la voie du développement économique et social durable qui puisse donner la chance au peuple congolais de bénéficier de l'exploitation judicieuse de nos ressources naturelles. En ce moment-là, on va annoncer l'entrée donc dans la course, mais au moment approprié. Donc pour l'instant, c'est trop tôt de se prononcer, mais nous gardons cette perspective-là sur la table. Rien n'est exclu. Docteur Noël Tchani, il y a vraiment beaucoup de gens, comme je disais, le total des WhatsApp et des Facebook et YouTube, c'est presque 1000 personnes. On a presque 700 sur YouTube. Ils ne font que poser des questions. Nous vous posons peut-être 2 dernières questions et nous vous demanderons si vous avez le temps prochainement, si on peut revenir encore avec vous parce que les gens ont la soif. Ils disent ceci, avant la dernière question. Où en sommes-nous avec la proposition de loi Tchani aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons espérer? Est-ce qu'on peut en parler au Parlement? C'est à quel niveau? Voilà. La loi se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire ce qui bloque pour l'instant. Donc la loi n'est pas morte, contrairement aux rumeurs qui sont circulées sur les réseaux sociaux par nos détracteurs. Ce qui se passe, c'est que la loi électorale qui est en cours de discussion, pour y insérer la dimension de être né de père et de mère congolais pour être candidat à la présidence de la République, il faut que la loi électorale soit conforme à la Constitution dans sa forme actuelle. Dans la Constitution, dans la forme actuelle, on n'a pas la dimension de père et de mère. Il faut donc, comme je l'ai expliqué avant, qu'on arrive à modifier l'article 10 et l'article 72 de la Constitution en disant que la nationalité congolaise devient irrévocable et en plus de cela, il faut être congolais d'origine, né de père et de mère congolais pour être éligible à être candidat à la présidence de la République. Donc cela entraîne une modification de la Constitution. Or, on ne peut pas modifier la Constitution pendant que le pays se trouve pendant l'état de siège. C'est ça qui bloque. Donc nous devons attendre que l'état de siège soit terminé, qu'on sorte de l'état de siège pour qu'on modifie et la Constitution et la loi électorale en ajoutant ces éléments-là de père et de mère. Dans les 2 textes, donc la loi électorale et aussi la Constitution. Mais en disant donc, cela, vous ne vous trouvez pas que vous êtes bloqué? Elle est vivante. Vous ne pensez pas que ça vous bloque quand vous parlez de l'état de siège pour dire qu'à cause de ça, on ne peut pas modifier? Est-ce que vous savez aussi à cause de ça, on ne peut pas avoir les élections? S'il y a un état de siège dans un pays, il n'y a pas d'élection présidentielle. Ça, vous le savez? Moi, je pense qu'à ce stade ici, on vient d'avoir une extension de l'état de siège. Moi, je pense sincèrement qu'avant la session de septembre 2022, l'état de siège sera terminé et cette loi, au plus tard en septembre 2022, va être discutée au niveau de l'Assemblée nationale et elle va être votée. Je voudrais aussi attirer l'attention de nos compatriotes. Il y a des ambassadeurs étrangers qui sont en train de faire pression sur les autorités congolaises pour que cette loi ne soit pas présentée à l'Assemblée nationale. On connaît ces ambassadeurs-là et dans leur pays, ils n'accordent pas beaucoup de place aux Noirs. Ils n'accordent pas beaucoup de place aux étrangers. Et ils se permettent de faire des choses dans notre pays que dans leur pays, ils ne font pas. Par exemple, je ne connais pas un pays, par exemple, comme les États-Unis d'Amérique, où on consulte l'ambassadeur de la RDC pour une loi qui est en discussion au niveau du Congrès américain. On ne peut pas même l'écouter, on ne peut même pas le consulter. Donc je ne vois pas pourquoi l'ambassadeur américain doit se permettre d'aller faire pression au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la présidence de la République, au niveau du Premier ministre pour empêcher qu'il y ait discussion sur cette proposition de loi. Donc je voudrais que nos pays arrivent à se réveiller pour être en mesure donc de dire non quand cela donc est nécessaire. Donc il s'agit de questions de souveraineté où on ne devrait pas avoir d'interférence avec des pays étrangers qui soutiennent des individus plutôt que de soutenir l'intérêt national. On a vu par exemple l'ambassadeur américain, il s'était permis d'aller à Minembwe. Il était le seul à assister à cette investiture-là, si je peux dire, d'un bourgmestre donc de la commune de Minembwe. Il était sorti de là pratiquement ridicule parce que tout le monde avait décrié cela. C'était une ingérence dans les affaires intérieures de l'État qu'on ne pouvait pas se permettre. Donc je demande à cet ambassadeur et à d'autres d'ailleurs de rester en dehors des pressions qu'ils sont en train de faire sur notre Assemblée nationale, sur le président de la République et sur les autres institutions pour empêcher qu'une loi qui est conçue par les nationaux
pour promouvoir la protection de la souveraineté nationale, pour empêcher que cette loi ne devienne donc une réalité, parce qu'ils ont un intérêt particulier. Les entreprises issues de leur pays ont des promesses avec certains candidats, certaines personnes qui n'ont aucune loyauté à l'égard de la RDC pour leur donner des affaires et des contrats miniers au cas où ils arrivaient au pouvoir. Je voudrais dénoncer cela et demander que nos compatriotes puissent avoir des yeux ouverts pour ne pas tomber dans ce piège-là. D'accord, docteur Noël Tchani, vous devez faire pour moi une chose, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez encore répéter le numéro de M-Pesa. Je vais l'écrire sur notre YouTube et Facebook pour que les gens aient ça. Je vois qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent représenter Noël Tchani aux États-Unis. Il y a des gens en Europe qui disent qu'en tout cas, ils vont vous soutenir. Je vois beaucoup de messages passer. Peut-être vous verrez ça après l'émission si vous partez remettre tout ce que nous faisons là. Est-ce que je peux avoir le numéro de M-Pesa d'abord? Je les mets et puis vous me donnez Orange Money. Je les remets encore. Je suis en train d'écrire pour que tout le monde voie ça. OK. Le numéro de M-Pesa, c'est plus 243 82 0 0 0 0, donc 4 fois 0 9 8 8. Donc je répète, plus 283 pardon, plus 243 82 0 0 0 0 9 8 8. Ça c'est M-Pesa. Très bien compris, celui-là, il est déjà posté. Je crois que les gens voient sur Kalonji TV les numéros de M-Pesa. Docteur Noël Tchani dit c'est le plus 243 82 0 0 0 0 4 fois et puis 9 8 8. Oui. Voilà. Et puis le deuxième numéro, c'est Orange Money. C'est plus 243 85 210 22 22. Vous avez parlé de 243 85 21 0 22 22 pour Orange Money, c'est correct? Exact, oui. Ça, bon, c'est Orange Money. Parlez à la jeunesse congolaise maintenant. Ces deux numéros-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ce numéro-là? Comme nous sommes à la fin, ils vous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vous soutenir dans les œuvres que vous voulez pour notre nation? Nous vous écoutons. Ok, moi je voudrais que tous les Congolais réalisent que nous sommes dans une bataille. C'est une bataille de survie de notre pays. Si jamais le pays ici arrivait à basculer sous le contrôle d'un étranger ou de quelqu'un qui n'est pas 100% loyal à la RDC, on redevient comme avant 1960 et on deviendra un pays colonisé par les étrangers. Et ils vont faire venir leurs cousins, leurs ceci-là pour mater les Congolais, pour s'assurer que les Congolais plus jamais ne puissent avoir le poste de président de la République. Ce sera toujours entre eux. Par conséquent, nous devons tout faire pour protéger cette souveraineté-là. Il y a des postes que nous devons garder entre nous pour nous assurer que nous sommes les maîtres de notre destin. C'est le poste de président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, les hauts magistrats de la République, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements, le directeur de l'Agence des migrations, la DGM, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, les gouverneurs des provinces, le premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire justice, défense, affaires étrangères, affaires intérieures et finances. Si nous arrivons à verrouiller comme je propose, ces postes-là reviendraient toujours aux Congolais de père et de mère. Cela ne veut pas dire que les autres Congolais sont moins Congolais que nous. Ils seront toujours Congolais. Et ils peuvent occuper tous les autres postes. Nous sommes dans un pays de 107 millions d'habitants. À supposer qu'on crée 107 millions de postes, même pour les enfants qui naissent aujourd'hui. Si on arrive à verrouiller 100 postes seulement dans l'intérêt supérieur du pays, ce n'est pas un drame, ce n'est pas de la discrimination, parce que d'autres pays l'ont fait. Comme aux États-Unis, il y a près de 100 millions d'Américains qui ne sont pas nés sur le sol américain et qui ne sont pas éligibles pour la présidence de la République. Ils ne sont pas morts. Ils peuvent faire autre chose. Donc, je voudrais inviter tous les Congolais à participer dans cette lutte que nous menons. C'est pour la survie de notre pays. Si vous avez $10, envoyez-nous. Si vous avez $20, envoyez $100.
moi qui vous parle, je vis très bien. Je n'ai pas besoin donc d'avoir un centime que ce soit pour m'acheter du pain. Je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie. Mais nous voulons léguer le Congo dans les mains des gens qui vont sauvegarder l'intérêt supérieur du pays et protéger ce Congo ici pour nos enfants et nos petits-enfants, ainsi de suite. C'est pour cela que Patrice Emery Lumumba est mort. Donc, n'abandonnez pas cette lutte. Je vous invite tous à participer dans la limite de vos moyens pour qu'on puisse mobiliser ces ressources-là et faire le tour du pays, faire la campagne, mobiliser donc l'opinion publique pour soutenir donc cette loi qui est salvatrice pour notre pays. Je devrais vous laisser partir. Vous avez été merveilleux. Les gens sont très contents, très très contents, Dr Noël Tchani. Mais il y a quelqu'un qui me dit, mais il a tout parlé. Il a parlé de l'armée, il a parlé de la justice, il a parlé de la banque centrale, les finances, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la politique. Il n'a pas touché la diaspora congolaise. Pourquoi devrons-nous continuer à aller payer un visa de $90, nous qui sommes Congolais, quand nous rentrons au Congo? Pourquoi nous ne sommes pas reconnus, nous étrangers, et nous Congolais qui sommes à l'étranger, pour voter quand il s'agit du Congo? Qu'est-ce qu'il en dit? Quelle est sa pensée? Nous vous écoutons et nous vous laissons partir après. Mais justement, c'est pour cela que je propose la modification de l'article 10 de la Constitution, qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Une fois qu'on a changé cet article et qu'on dira que la nationalité congolaise est irrévocable, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient perdu la nationalité congolaise pour avoir pris des nationalités étrangères ou des papiers étrangers, ils redeviennent automatiquement congolais. Ils ont droit au passeport congolais. Parce qu'ils ont le passeport congolais, quand ils viennent pour rentrer au pays, ils n'ont plus besoin de visa. Ils viennent au pays, ils présentent leur passeport congolais à l'aéroport, ils entrent comme des citoyens du pays, aucune question ne doit leur être posée, même sur quelle nationalité étrangère ils ont. Donc, je crois que la diaspora congolaise sera la première bénéficiaire de cette proposition de loi que je fais. Et par conséquent, il y aura au moins 10 millions de Congolais qui sont dans la diaspora, qui ont perdu la nationalité congolaise, qui vont être bénéficiaires, qui vont recouvrer la nationalité congolaise et qui n'auront plus à payer des visas ou à faire des formalités pour rentrer dans le pays donc, de leurs ancêtres. C'est ça que je propose. En tout cas, Dr Noël Tchani, vous avez été merveilleux. La télévision Kalonji TV vous dit merci. À moins que vous ayez un dernier mot, nous avons fini avec vous aujourd'hui. Et si vous avez un mot à dire, vous avez la parole. Non, je voudrais remercier tout le monde qui a suivi cette émission. Je voudrais encore donc une fois de plus donc répéter que ce que nous faisons là, c'est pour le bien de notre pays. Nous allons passer, mais demain après-demain, je serais malheureux même dans ma tombe si j'apprenais que le Congo est dirigé par un Rwando-Congolais ou un Ougandais congolais, parce que ces gens-là, ils vont venir nous exploiter au profit de leur pays d'origine ou bien au profit donc du Rwanda, de l'Ouganda ou d'autres pays. Donc faisons tout pour que le Congo continue à être un pays souverain et nous avons un grand potentiel de développement. Si on arrive à régler ces problèmes de souveraineté, nous pouvons lancer le pays dans une phase de développement rapide, accélérée, qui va profiter donc à tout le monde. Donc mettons-nous ensemble, travaillons ensemble pour arriver à réaliser cet objectif. Je vous remercie encore une fois donc de l'opportunité que vous m'avez donnée à m'adresser donc à nos compatriotes et je salue tout le monde là où ils se trouvent. Donc à très bientôt. Si vous avez moi à tout moment, je suis disponible. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani Mwadianvita. Il était... Monsieur, dame, Tanguy Koki.